Alors voilà, maintenant qu'on a vu ensemble tout ce qui était les équations donc, qui régulent la thermodynamique, donc l'équation du travail moteur en système ouvert, en système fermé, on a également vu le premier principe de la thermodynamique, le second principe, tout ça illustré avec la théorie des gaz parfaits. Et maintenant, on va en fait s'intéresser à une autre théorie en fait, qui est la thermodynamique des vapeurs. Parce que, bien, comme on l'a dit tout au début du cours, en fait, la thermodynamique, elle est née en fait suite à l'invention de la machine à vapeur pour pouvoir justement étudier les phénomènes qui se passaient à l'intérieur d'une machine à vapeur. Et donc, bien, on va maintenant voir donc, quelque chose de euh, très utile pour pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur d'une machine à vapeur, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe au niveau des changements d'état et au niveau justement de cette création de vapeur d'eau. Alors quand on pense à de la vapeur d'eau, eh bien, on a parfois en fait cette image qui est ici à gauche. Donc on pense en fait aux centrales et c'est parfois utilisé pour montrer que les centrales sont entre guillemets polluantes en disant bah voilà, regardez, il y a des nuages qui sortent de centrales et ces nuages en fait ici quand vous avez un grand nuage blanc comme ceci, eh bien en fait c'est quelque chose qui n'est pas du tout polluant. Et il y en a certains qui vont dire, ben, c'est pas du tout polluant parce que là, ce qu'on voit, en fait, c'est une tour de refroidissement et ce qui sort, c'est de la vapeur. Et en fait, moi, j'ai envie de vous dire, ben, c'est faux, c'est complètement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la vapeur d'eau, elle est invisible à l'œil nu. Hein, c'est aussi, ici, c'est une autre illustration. Ça, c'est quelque chose qui est souvent repris. En fait, ce sont les chutes du Niagara. Hein, donc vous voyez, donc ce sont d'énormes chutes avec, vous voyez là, la taille d'un bateau de touristes qui est un bateau déjà relativement grand. Et vous voyez en fait que ce bateau a l'air tout petit par rapport aux chutes et qu'il y a une espèce de nuage blanc autour des chutes. Et on peut dire aussi, ah ben, il y a de la vapeur. Tiens, et pourquoi est-ce qu'il y aurait de la vapeur à cet endroit-là? En fait, dans les deux cas, ce n'est pas de la vapeur, ce sont en fait des micro-gouttelettes d'eau qui sont en suspension dans l'air. Hein, parce que la vapeur, en fait, comme je le disais, c'est complètement invisible à l'œil nu. Mais par contre, en fait, quand la vapeur commence à refroidir, ici, c'est pas de la vapeur qui refroidit, hein, pour les chutes du Niagara, là, ce sont plutôt le fait qu'il y ait de l'eau qui s'entrechoque et donc vous créez d'énormes chocs, entre guillemets, d'eau en bas de ces chutes. Et donc, il y a plein de toutes petites gouttelettes, enfin, des gouttelettes de toutes les tailles qui sont formées, dont des plus petites, et les plus petites gouttelettes d'eau sont emportées en l'air, en suspension, par les mouvements de masse d'air qui sont aussi créés au pied de ces chutes. Et donc, vous allez avoir du coup ben, ces micro-gouttelettes en suspension qui vont vous donner un espèce de nuage. Hein. Et pareil ici, donc ça c'est ce qu'on voit aussi en fonction des conditions météorologiques. Parfois on a du brouillard, et qu'est-ce que c'est du brouillard? Eh bien en fait c'est de la vapeur d'eau qui va se condenser en micro-gouttelettes qui, en fait, grâce à des conditions vraiment particulières, donc dans le sens où les micro-gouttelettes, normalement, elles ont tendance à tomber, hein, l'eau, par gravité, a tendance à tomber, mais si la gouttelette est suffisamment fine en fonction de son facteur de forme, etc., et du mouvement d'air qui parfois est en train de s'élever, et donc il y a un mouvement qui lui est ascendant, et bien ces micro-gouttelettes vont rester en suspension, en espèce de très lente chute ou autre, donc elles vont rester stagnées dans l'air. Et ça va faire que ces micro-gouttelettes, eh bien, on va les voir et on va voir un espèce de nuage. Hein. Ben, pourquoi est-ce que je dis que la vapeur d'eau, ça ne se voit pas? Ben, parce que vous le savez normalement, si vous écoutez ou vous vous intéressez de temps en temps à la météo, eh bien, on parle souvent du taux d'humidité dans l'air, parce qu'en fait, l'air, aux séances d'exercice, etc., on considère qu'il y a toujours 21% d'oxygène et 79% d'azote, mais dans l'air, il y a quelques autres gaz, dont, en fait, de l'eau sous forme gazeuse. On verra bien dans cette vidéo pourquoi est-ce que c'est possible d'avoir de l'eau sous forme gazeuse alors qu'il ne fait pas 100 degrés. Hein, et ça, c'est en lien avec la pression partielle et la loi de Dalton. On le détaillera plus tard. Mais donc, en fait, il y a effectivement toujours un peu d'humidité dans l'air. Et l'humidité dans l'air, bah là, sur la vidéo, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un brouillard entre ma caméra et moi. Eh bien, parce que la vapeur d'eau, comme beaucoup de gaz, en fait, est complètement invisible. Hein. Et si, pour revenir juste à cette image de tour de refroidissement, donc ici on a un nuage qui est un mélange d'air, de vapeur d'eau et de micro-gouttelettes qui fait qu'on le voit. Et en fait, c'est aussi dû aux conditions météo. Parce que parfois, en fait, si justement à la sortie, donc l'été, vous ne verrez normalement pas ce genre de gros nuages. Pourquoi? Parce que ben, dès que euh, l'air chargé en eau
sort de la tour de refroidissement, eh bien, il reste suffisamment, il fait suffisamment chaud dans l'atmosphère et donc vous n'allez pas avoir ce panache de fumée blanche. Pourquoi? Parce que directement, plutôt que de refroidir, en fait, l'air qui s'est chargé en eau, eh bien, va se réchauffer et donc la vapeur va rester sous forme de vapeur et ne va pas former ces micro-gouttelettes. Hein, donc typiquement, là, donc ça c'est un jour où on le voit, hein, il n'y a pas de feuilles sur les arbres, etc. Et donc ça c'est une journée d'hiver pendant laquelle il y a quand même suffisamment un petit peu de soleil, comme ça la photo était assez jolie, mais donc l'air est très froid, l'air extérieur est très froid, et donc en fait au moment de la sortie ici de la tour de refroidissement où il s'est chargé en eau, etc., eh bien il va y avoir une condensation de la vapeur d'eau présente dans l'air, et donc ces micro-gouttelettes qui apparaissent et un superbe panache ici. Et donc, si vous passez près d'une centrale, regardez la tour de refroidissement. S'il n'y a pas de fumée blanche autour de la tour de refroidissement, ça ne veut pas dire que la centrale est à l'arrêt. Ça veut dire que les conditions atmosphériques ne sont pas réunies pour avoir cette formation de nuages hors de la centrale. Alors, quand je disais que ça ne pollue pas, il faut faire attention. Si vous êtes une centrale, par exemple, à gaz, la partie qui pollue, c'est justement la cheminée qui, elle, fait rarement des fumées, hein, parce que justement, c'est très filtré. Et il y a, en fonction de la quantité d'eau dans vos fumées, peut-être si vous avez une trace, une fumée blanchâtre à nouveau, eh bien, donc c'est juste de l'eau. Et généralement, les fumées qui vont être polluantes, ben là, vous aurez plutôt peut-être des fumées grises ou autres, parce que vous allez avoir certains autres polluants qui vont colorer le panache de fumée. Et donc, lorsque vous voyez ceci, eh bien, ce sont des photos qui ne sont pas de la vapeur. Bon, il y en a partiellement dans le panache ici, il y a un mélange de vapeur et de micro-gouttelettes, mais la vapeur, vous ne la voyez pas. Je vais vous montrer justement une photo sur laquelle on voit de la vapeur d'eau, par contre. Voilà. Donc ça, c'est une photo. Donc c'est une hélice. Et on voit en fait sur les bords de l'hélice ici qu'il y a en fait des bulles. Et ces bulles, ce sont des bulles de quoi? Mais c'est pas des bulles d'air, parce que d'où viendrait l'air ici? En fait, ce sont des bulles de vapeur. Hein, donc ça, en fait, pourquoi est-ce que vous avez ça? Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous peut-être qui aiment bien l'aéronautique. Et donc ceux qui aiment l'aéronautique, ben, ils savent que comment vole un avion? Eh bien, un avion, il vole parce que l'aile a un profil particulier, et donc en fait, il y a un chemin qui est plus court en dessous de l'aile de l'avion que le chemin au-dessus. Et donc en fait, le chemin au-dessus, l'air doit accélérer pour passer un chemin qui est plus long. Et comme l'air, il accélère, en fait, il va y avoir une dépression. Et en dessous, donc il y a plus de pression en dessous qu'au-dessus, ce qui fait que avec cette différence de pression, eh bien votre aile va avoir une portance, va avoir tendance à s'élever. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Pourquoi est-ce que je vous parle d'avion ici? Eh bien parce que c'est exactement la même chose avec une hélice qui se trouve typiquement ici. Donc c'est une hélice qui est dans de l'eau. Vous allez avoir en fait de ce côté-là de l'hélice, vous allez avoir, l'hélice va tourner et va pousser sur le fluide et donc va avoir une surpression. Par contre, de l'autre côté de l'hélice, vous allez avoir une zone de dépression. Hein. Et en fait, ici, on voit bien que les bulles, elles sont créées en bout de pale, sur le dos de la pale. Ici, on le voit. Et bien, pourquoi est-ce que vous avez ça? Et bien, parce qu'en fait, vous avez une dépression et plus vous tournez vite, plus la vitesse est élevée, plus cette dépression va être grande. Et forcément, ici, où se trouve la vitesse la plus élevée? Eh bien, en fait, la vitesse, si vous avez quelque chose qui tourne à une certaine vitesse, ben, plus vous êtes loin du centre, ben, plus vous avez en fait un périmètre à parcourir qui est grand, et donc plus là, pour la même vitesse de rotation, les vitesses sont toujours beaucoup plus grandes sur l'extérieur de votre pale. Et donc là, c'est l'endroit où les vitesses sont les plus élevées et où vous allez avoir, en fait, ici du coup, bien une zone de dépression. Alors vous voyez qu'il y en a aussi ici, et ça je ne rentrerai pas dans les détails, mais ça c'est parce que vous avez ici autour une turbulence qui se crée et qui va aussi créer une zone de dépression à l'arrière. Alors ce phénomène, justement, qu'est-ce qu'il peut créer? Il faut essayer de l'éviter. Pourquoi? Ben parce qu'en fait, vous allez avoir l'apparition d'un phénomène du coup qu'on appelle de cavitation. Qu'est-ce que c'est la cavitation? Eh bien, c'est la formation donc de ces bulles qui sont des bulles de vapeur. Et lorsque vous allez en fait euh, avoir retourné entre guillemets un peu plus loin de l'écoulement, retomber dans un écoulement qui est normal, eh bien la bulle de vapeur, elle va reprendre en fait sa forme liquide. Sauf que généralement ces phénomènes se passent de manière assez brutale et au moment où la bulle en fait va s'écraser sur elle-même, elle va entre guillemets imploser et son implosion va créer une petite onde de pression. Qu'est-ce que c'est une onde de pression? Ben, c'est juste
une modification locale de la pression. Et c'est typiquement ce qui va se passer quand vous avez un, un gaz qui va se transformer en liquide de manière assez brutale. Et ces ondes de pression, elles pourraient venir justement endommager votre pale. Alors je vais vous montrer une petite vidéo ici qui vient d'une chaîne YouTube et qui vous parle justement en fait de la cavitation, donc de l'apparition de ces bulles de vapeur et de leur disparition sur les sous-marins. Hein, parce qu'en fait, si vous avez déjà regardé quelques films du style James Bond, Mission Impossible, des films d'action, parfois on voit des scènes qui se passent sur des sous-marins et vous avez toujours en fait une petite traînée de bulles à l'arrière du sous-marin. En fait, c'est parce que lorsque l'hélice du sous-marin tourne à une certaine vitesse, elle va justement créer ces espèces de bulles. Et vous verrez, en fait, parfois, vous n'avez jamais peut-être posé la question en vous disant, tiens, est-ce que c'est des bulles d'air ou autre? En fait, non, ce ne sont pas des bulles d'air, parce qu'en fait, le sous-marin, même si dans les sous-marins, il doit y avoir maintenant, en fait, pour que les sous-marins puissent rester très longtemps à l'intérieur, il y a des systèmes de production d'air à partir d'électrolyse d'eau de mer. Donc on va produire l'air pour que l'équipage puisse respirer. Et du coup, il y a du CO2 et ce genre de gaz qui vont être créés par la respiration. Tout ça est filtré et stocké à l'intérieur du sous-marin pour être relâché plus tard. Pourquoi? Parce que si vous voulez un sous-marin, si vous ne voulez pas être vu, et si vous avez dans l'eau une trace où vous voyez toutes des bulles à l'intérieur, à la surface de votre eau qui remonte parce que vous êtes en train d'avoir des bulles d'air ou de CO2, etc., qui vont remonter jusqu'en haut, votre sous-marin, il n'est plus tellement discret. Hein, donc le but du sous-marin, c'est d'être le plus discret possible. Et donc, en fait, ce qu'on voit quand on a ces films d'action dans lesquels on voit ces espèces de bulles, ce sont juste des bulles qui sont dues à la cavitation et qui du coup ne sont pas si graves parce que ce sont des bulles qui ne vont pas remonter à la surface parce que justement, dès que la pression de ces bulles redevient entre guillemets normale, ces bulles disparaissent, elles s'écrasent sur elles-mêmes et je vais vous montrer dans la vidéo, mais ça ils en parleront. Le problème du coup, c'est que cette cavitation peut créer du bruit. Et du bruit, même si c'est du bruit sous-marin, il faut essayer de l'éviter pour ne pas en fait être repéré par les sous-marins ennemis. Et donc ça, c'est quelque chose que même sur un sous-marin, on essaye de diminuer la cavitation en bout d'hélice. Donc je vous laisse avec cette petite vidéo. Attention, elle est en anglais, donc j'espère que vous comprendrez la majeure partie, mais donc c'est juste pour vous montrer et vous expliquer plus en détail ce phénomène de cavitation et pourquoi est-ce qu'on va avoir ce phénomène de cavitation. If a propeller spins quickly, it leaves a trail of bubbles behind it. As the bubbles pop, they make a lot of noise. These bubbles are not filled with air, but with steam. The steam is produced by the seawater boiling. It is a well-known fact that water boils at 100 degrees centigrade. However, few people will know that at different pressures, the water will boil at different temperatures. If you increase the pressure, as in a pressure cooker for instance, then the boiling point of the water increases. Hence the cooking is more efficient. Few people will know, however, that at reduced pressures, water will boil at lower temperatures. I have here a vacuum pump and I'm going to turn on the vacuum. This flask here contains water and we have it connected to a pressure gauge and we're reading at the moment approximately 15 pounds per square inch, which is 1 atmosphere. I turn on the pump, you notice the pressure dropping immediately, and as the pressure drops, as we approach zero, bubbles start to form and the water starts to boil. So here we are at room temperature, but at a significantly reduced pressure, almost a complete vacuum, the water is now boiling. Water boiling at 20 degrees centigrade at almost 0 pounds per square inch, a remarkable phenomenon, sir. When a submarine's propeller turns quickly, an area of low pressure is created on the blades. This lowering of pressure causes the water to boil without heating up and produces bubbles of steam. This is called cavitation. The formation of those bubbles is dependent on how fast we rotate our propeller. So the faster we go, the more risk we are for cavitation. The Pennsylvania's propeller design is a closely guarded secret.
but the basic principles of a quiet running propeller are known. Cavitation only occurs when a propeller spins quickly. Slowing the propeller down reduces cavitation and therefore noise. But slowing the propeller also reduces a submarine's thrust. To overcome this problem, the Pennsylvania's engineers developed a unique propeller with 4 additional specially shaped blades. These generate large amounts of thrust, but at much lower speeds. This way, the Pennsylvania produces almost no cavitation or propeller noise. She is a silent predator of the deep. Voilà, alors j'espère que cette petite vidéo YouTube vous a plu. C'est un extrait d'une vidéo qui est plus grande, dont je vous mettrai le lien si vous êtes intéressé par tout ce qui est justement la conquête entre guillemets sous-marine qui a été faite pour ces sous-marins. Mais donc, j'espère que dans cette vidéo, vous aurez aussi compris un petit peu justement ce que le scientifique présente, et donc qui dit justement qu'on est toujours habitué en fait à se dire, bah en fait, l'eau bout à quelle température? Eh bien, à 100 degrés Celsius. Eh bien, ça, c'est pas quelque chose qui est vrai, en tout cas pas complet, parce qu'en fait, l'eau, elle bout à 100 degrés Celsius quand on est à une pression, en fait, d'une atmosphère. Et donc, en fait, quand on va faire varier la pression, eh bien, la température d'ébullition de l'eau, elle ne sera pas la même. Hein, donc, typiquement, on vous a peut-être déjà donné l'exemple, en fait, de dire, bah, tiens, si vous allez au ski, eh bien, la température à laquelle votre eau, elle va bouillir, eh bien, elle sera plus basse que 100 degrés Celsius, parce qu'en altitude, la pression est plus basse. Et donc, si typiquement vous regardez votre paquet de pâtes sur lequel il est mis 10 minutes de cuisson lorsque l'eau est à ébullition, ben là, il faudra peut-être un peu plus longtemps pour cuire vos pâtes parce que la température d'ébullition, ce sera peut-être 85 degrés. Et donc, comme vous cuirez vos pâtes à 15 degrés de moins, eh bien, il faudra un tout petit peu plus de temps si vous ne voulez pas qu'elles soient trop al dente. Donc ça, c'est aussi, donc vous allez vous dire que là, c'est fort axé nourriture, mais en fait, il y a une autre chose, un autre phénomène que vous connaissez peut-être, qui est la casserole à pression. Qu'est-ce que c'est une casserole à pression? Eh bien, en fait, c'est une casserole sur laquelle on va avoir un couvercle qu'on peut bloquer de manière vraiment plus solide que juste un couvercle qu'on dépose. Et donc, on va bloquer ce couvercle. Et sur le dessus de cette casserole, si vous voyez, eh bien, il y a normalement un tout petit sifflet. Hein, et en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, vous allez avoir l'eau qui commence à bouillir, mais comme tout est en fait dans un système qui est fermé, on va le voir un peu plus en détail par la suite, mais comme l'eau est dans un système qui est fermé, eh bien, la vapeur va s'évaporer, donc une partie de l'eau va s'évaporer, et là, du coup, bien, la casserole va monter en pression. Et à quoi sert justement ce petit sifflet? Eh bien, en fait, ce sifflet, c'est une valve de sécurité qui fait en fait que quand vous n'avez pas, quand vous avez atteint une certaine pression, la soupape de sécurité, elle va s'ouvrir et laisser s'échapper une partie de la vapeur. Et on met un sifflet, comme ça les gens savent, sont prévenus en fait que attention, la vapeur est atteint un certain niveau et ça permet du coup cette soupape de sécurité qu'elle s'ouvre, que la pression ne s'ouvre pas trop fort. Alors si jamais vous héritez d'une vieille casserole à pression qu'on vous donne, tiens parce que j'ai pu l'utiliser, etc. Vérifiez toujours que cette soupape de sécurité elle fonctionne, qu'elle ne soit pas complètement cassée. Pourquoi? Parce que si elle est complètement cassée, la casserole à pression va monter peut-être à une pression qui est très élevé, et vous allez avoir peut-être le couvercle qui va être du coup éjecté au moment où la casserole à pression elle va lâcher. Si jamais, on partagera peut-être sur le groupe Facebook s'il y en a qui trouvent, mais vous pouvez vous renseigner sur les accidents de casserole à pression, c'est assez impressionnant. Hein. Là, si la soupape est cassée et que la pression monte, il y a un moment où le tout lâche et ça fait quelques dégâts dans votre cuisine. Alors ici, on va essayer justement de prendre l'exemple de dire, mais tiens, qu'est-ce qui se passe justement quand on chauffe de l'eau? Et on va prendre un exemple qui est pas l'exemple d'une casserole à pression où là le volume est fixe, mais on va prendre de l'eau à l'intérieur d'un cylindre. Et vous avez un piston ici qui est libre, il n'est retenu en fait que en fait par la pression atmosphérique et le poids du cylindre. Et ici, ben, c'est un cylindre, le poids du piston. Et bien le piston ici, il est très lourd, ce qui fait que en fait la pression qui est exercée sur le liquide ici, c'est 500 kPa et donc c'est 5 bars. La masse d'eau ici en dessous, eh bien, c'est 1 kg.
Eh bien, lorsqu'on commence à 0 degré Celsius, vous avez un certain volume d'eau liquide complètement. On est légèrement, si vous voulez, en dessous de 0 degré Celsius. Euh, légèrement. On est exactement à 0 degré Celsius, mais ici, on est à 5 bars, et donc à 5 bars 0 degré Celsius, on va se retrouver avec un volume qui est un volume de liquide. Ok? Ici, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va chauffer. On va chauffer, 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 et on va arriver, en fait, ici, à 152 degrés Celsius. Et là, on est toujours complètement liquide. Et si on continue à chauffer à 152 degrés Celsius, eh bien, si on chauffe à 152 degrés Celsius, on va avoir une partie de notre liquide qui va s'évaporer. On va rester à la température constante de 152 degrés Celsius. Ça, c'est la même chose qu'avec votre eau dans votre casserole. Pourquoi? Ben, quand l'eau, vous préparez des pâtes à 100 degrés, elle bout. Si vous continuez à amener de la chaleur, ben, l'eau va bouillir de plus en plus. Mais si vous prenez un thermomètre, la température, elle sera toujours de 100 degrés Celsius. Parce qu'en fait, à 100 degrés Celsius, il y a le changement d'état. Et donc, il n'y a pas moyen d'avoir de l'eau liquide à une atmosphère et 101 degrés. Parce qu'à 100 degrés, elle s'évapore. Ok, ben donc c'est ce qu'on va voir ici. On a 152 degrés Celsius, on évapore l'eau liquide, et on se retrouve à un moment avec uniquement de la vapeur à 152 degrés. Et quand on a évaporé tout le liquide, eh bien à ce moment-là, si on continue à chauffer, eh bien c'est la vapeur qui chauffe. Si je trace cela dans un diagramme TV, donc température en fonction du volume, eh bien qu'est-ce que je vais avoir? Au début, je vais avoir donc ma température qui augmente et mon volume qui varie très peu, parce que l'eau va se dilater, mais un liquide se dilate relativement peu, et donc on va avoir une augmentation de volume qui est relativement faible. Si je continue à amener de la chaleur, eh bien je vais avoir ma température qui va être fixe à 152 degrés. Et puis une fois que j'ai tout évaporé, donc ça c'est le volume de vapeur à 152 degrés, eh bien à ce moment-là, je continue à chauffer et je vais avoir ma température qui à nouveau augmente et je suis à ce moment-là en vapeur complètement. Ok? Alors ici, ce qu'on pourrait essayer d'observer, c'est quoi? Eh bien, je pourrais refaire ce genre de schéma pour non plus une pression de 500 kPa, mais une pression, par exemple, de 1 bar. Et qu'est-ce que je vais avoir avec une pression d'1 bar? Donc là, on va se mettre justement un tout petit peu plus haut que 0 degré Celsius pour ne pas avoir de solide. On va dire, ok, je suis liquide à 0,01 degré Celsius. Eh bien, je vais avoir aussi, si je chauffe, une dilatation. Jusque où? Ben, jusque 100 degrés Celsius, par exemple, ici. Ok, et après, bien à 100 degrés Celsius, je vais avoir une droite qui normalement est... Bah, attendez, je vais faire ça plus proprement. Je vais essayer, mais donc on a une droite qui est, elle, horizontale. C'est déjà un peu mieux. Et puis alors après, je vais avoir ici à nouveau une augmentation de mon volume. Et si je répète ça plusieurs fois, en fait, ce que je vais finir par dessiner, c'est une courbe comme ceci, qui passe par ces points, qui sera en fait ma cloche de saturation, hein, où je vais avoir toutes différentes droites horizontales qui représentent à chaque fois en fait les changements d'état, hein, jusqu'à un point particulier, hein, qui est le point critique au-delà duquel, eh bien, en fait, je ne vais pas avoir de différenciation entre mon état liquide et mon état vapeur. Et à l'intérieur, en fait, de cette cloche, qu'est-ce que j'ai pendant le changement d'état? J'ai à chaque fois un mélange de liquide et de vapeur. Ok, alors si je trace ceci ici, eh bien, ça va me donner quoi? Ça va me donner, en fait, un diagramme comme celui-ci. Alors ici, on va voir celui sur lequel, moi, la cloche que je vous ai dessinée, c'est la cloche qui est ici en bleu clair, à l'intérieur de laquelle j'ai en fait du liquide et de la vapeur, vu que je suis en plein changement d'état. Et à l'intérieur de cette cloche, eh bien, en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Ben, je vais avoir un petit souci, parce que définir mon état comme j'étais habitué à le définir,
ne me permet pas de savoir vraiment dans quel état thermodynamique je me trouve. Je vais vous donner un exemple. Ben, je vous dis, voilà, j'ai de l'eau qui est à une pression d'un atmosphère et à 100 degrés Celsius. Est-ce qu'elle est liquide ou est-ce qu'elle est vapeur? Eh bien, en fait, connaître la pression et la température sous la cloche ici ne suffit plus. Parce que la vapeur, ici, sur ce point-là, je vais avoir de la vapeur complètement, et sur le point de l'autre côté, j'ai du liquide complètement. Entre les deux, j'ai un mélange de liquide et de vapeur, mais toute cette droite-là est à la même température, et elle est sur la même isobare, donc à la même pression. Ah, et donc, en fait, pression et température ne suffisent plus, en fait, à caractériser ma vapeur. Et on va, en fait, introduire une nouvelle grandeur, qui est, en fait, la fraction de vapeur. On va avoir une fraction x de vapeur, aussi appelée le titre de vapeur ou la quality en anglais. Et donc, en fait, ici, ça va être quoi? Ça va être la fraction massique, donc le nombre de kilogrammes de vapeur que j'ai par kilogramme d'eau. Donc, quand je dis par kilogramme d'eau, c'est liquide, vapeur compris. Ok, et donc, en fait, si j'ai x de vapeur, combien j'ai d'eau liquide? J'ai 1 moins x d'eau liquide. Ici, j'aurais bien dû écrire eau liquide. Ok, donc en fait, ici, j'ai 1 moins x d'eau liquide. Alors ici, qu'est-ce que je vais avoir? Eh bien, ce x, eh bien, il vaut 0, du coup, sur toute la partie ici de gauche, qui est en fait la partie où je suis encore complètement liquide. Il vaut 1 sur la partie de droite où je suis à l'état de pure vapeur, et il vaut donc entre 0 et 1, ici à l'intérieur de ma cloche bleue. Alors, on ne parlera pas donc des autres états qui sont justement qu'est-ce qui se passe ici au-dessus du point critique où je ne sais pas différencier mon liquide de ma vapeur. J'ai mes états qui s'appellent supercritiques, ça ne sera pas abordé lors de ce cours ici. Je ne vous parlerai pas de la partie trop compliquée entre guillemets dans le cours qui est la partie solide et liquide, et ici une partie où vous avez du solide et un mélange gaz-vapeur. Et ça, c'est la ligne triple, mais vous verrez, en fait, on va le voir dans un autre graphique, en fait, ça se résume en termes de phase à un point triple, en fait. Et ici, donc, on va se concentrer donc sur la courbe, sur la cloche ici en bleu, qui s'appelle la cloche de saturation. Et on va aussi travailler sur cette partie blanche ici et la partie blanche ici. Alors ici, donc, je vous ai dit, donc, ici, c'est le point, en fait, où j'ai... En fait, c'est juste avant l'apparition de la première bulle de vapeur dans votre casserole. Donc vous êtes encore 100% liquide, mais vous êtes à 100 degrés Celsius. Ce moment-là, ça c'est ce qu'on appelle un liquide saturé. Donc ça veut dire qu'il est prêt à basculer en fait vers un état où il n'est plus du coup saturé. Alors si justement je suis à 100 degrés et que j'arrête de cuire j'arrête l'apport de chaleur en dessous de ma casserole, eh bien je vais tout doucement refroidir et je vais devenir du coup un liquide sous-refroidi. Je suis un liquide saturé. Si j'enlève de la chaleur, je tombe sous un liquide sous-refroidi. Si je rajoute de la chaleur, eh bien, il va y avoir apparition d'une bulle de vapeur. Et là, en fait, je vais être donc dans ma cloche de saturation et on va avoir ce qu'on appelle une vapeur saturée humide. C'est un peu bizarre d'appeler ça vapeur alors que j'ai vraiment un mélange de liquide et de vapeur, mais c'est justement ça le nom humide qui est là pour dire en fait c'est de la vapeur saturée humide, donc j'ai présence de liquide et de vapeur. Alors une fois donc je suis par exemple ici sur ma courbe qui est mon isotherme, on va dire c'est l'isotherme à 100 degrés Celsius, et bien hop, je chauffe, je deviens complètement vapeur, et au moment où il y a la dernière goutte de liquide qui s'évapore, et bien là j'ai ce qu'on appelle une vapeur saturée sèche. Donc il n'y a plus de traces de gouttelettes et donc c'est une vapeur saturée qui est sèche. Si je continue à chauffer, eh bien je vais avoir ce qu'on appelle une vapeur surchauffée. Alors faites bien attention que ce X, il est défini entre 0 et 1. Et dans cette partie ici où on pourrait dire oui mais ça c'est quand le X devient négatif, eh bien il n'est juste pas défini. Et pareil pour le vapeur surchauffée, il n'est pas défini. En gros, ça c'est parce qu'on estime que comme dans cette zone-là, il n'y a pas de vapeur, ça ne sert à rien de parler de la fraction de vapeur dans un truc qui n'en a pas du tout. Et ici, de parler de fraction de vapeur dans un truc dans lequel il n'y a pas de gouttelettes. Pourquoi parler de la quantité de, on va dire ici, la quantité de poire dans votre jus de pomme?
Là, c'est comme à ce moment-là, vous pourriez définir sur tous vos paquets, ok, 0% de poire, 0% de raisin, 0%, bah, c'est normal, c'est du jus de pomme, bah, c'est un peu la même chose ici. J'ai une vapeur surchauffée, ça ne sert à rien de parler de la quantité de vapeur parce que c'est forcément 100%. Et vous verrez aussi que dans les calculs, du coup, on va voir justement quelle est l'utilité du X. Bien avoir du coup un X, vous dites oui, mais ça ici, si je suis 100% vapeur, bah, X vaut 1. Non, en fait, X est plus grand que 1 parce que si vous calculez vos grandeurs, vos autres grandeurs avec X égale 1, vous êtes sur la courbe et ça ne vous permet pas de passer ici dans cette zone-là. Et pareil pour l'inverse ici, ça ne vous permet pas. Si vous dites que ici, oui, bah, comme j'ai pas de vapeur, c'est X égale 0, bah, si vous définissez X égale 0 ici, vous n'allez pas pouvoir calculer les bonnes grandeurs pour le liquide sous refroidi. Ok, alors je vais vous présenter un autre type de diagramme en fait qui est ici la courbe de vaporisation. Alors ici c'est l'exemple de la courbe de vaporisation pour le CO2 et donc en fait ce qu'on va représenter ici c'est un diagramme de phase. Donc le point critique dont je parlais tout à l'heure au-delà duquel je n'ai plus vraiment de différenciation entre mon liquide et ma vapeur, donc entre mon liquide et mon gaz, eh bien il arrive ici et donc là ben, vous voyez en fait pour le CO2 c'est ici, on est en mégapascal, donc vous êtes environ à 75 mégapascal pour une température de 30 degrés. Hein, et donc, en fait, ici, on se rend bien compte que pour le CO2, en fait, on va être pour une pression en fait, qui est une pression atmosphérique. Donc, un atmosphère, c'est 100 000 pascal, donc c'est 0,1 mégapascal. On va être quelque part par ici, et pour des températures qu'on connaît, donc qui sont entre 0 et 20 degrés, on a du CO2 qui est toujours gazeux. Hein, savoir à la température de 20 degrés à quelle pression en fait mon CO2 redevient liquide, et bien pour 20 degrés, on va voir ici, et on est presque à 6 mégapascal, et donc presque à 60 bars pour avoir à nouveau du CO2 qui est liquide. Le point triple du CO2, donc ça c'est un point en fait, qui est pour lequel on a présence du solide, du liquide et du gaz, eh bien, ce point triple, il est à moins 50 degrés pour une pression qui est proche, on va dire là, justement, de la pression atmosphérique. Et donc, si on veut justement refroidir du CO2, il va falloir descendre à moins 60, moins 70, quelque part par là. Alors, la règle des phases de Gibbs, elle peut vous être utile. Ici, on va parler, en fait, c'est combien de degrés de liberté, donc qu'est-ce que je dois définir quand on dit le degré de liberté? C'est qu'est-ce que je peux choisir pour avoir un certain état. Hein, et donc, en gros, quand on parlait d'un gaz, souvent un gaz parfait, on disait il a 2 degrés de liberté parce que si je choisis pression, si je choisis sa pression, eh bien, je peux avoir du coup un seul degré de liberté. Donc, pour une même pression, je peux avoir différentes températures pour le côté gaz parce que sinon, le volume est d'office fixé par le PV égale RST. Okay, ici, donc là, c'est la règle des phases de Gibbs, elle est donnée même pour les choses dans lesquelles il y a plusieurs constituants. Donc là où je peux faire varier le pourcentage, par exemple, dans l'air d'azote ou d'oxygène, etc. Mais là, on va dire, moi, je vais prendre pour une substance qui est pure, et donc je n'ai pas ce N. Et donc le nombre des phases, ici, comme j'ai N vaut toujours 1, et bien du coup, le nombre de phases que j'ai, c'est 3 moins R. Et R est le nombre de phases que je peux avoir. Donc combien j'ai de degrés de liberté? Eh bien, ici, c'est 3 moins R. Et par exemple, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Si je veux, par exemple, les 3 phases, donc je veux en même temps du liquide, du solide et du gaz, j'ai 3 moins 3, ça fait 0. J'ai pas de degré de liberté. Ça veut dire qu'en fait, c'est un point pour lequel je n'ai qu'un seul point pour lequel j'ai pression et température et volume qui sont fixés. Et ça, c'est mon point triple. Okay, je n'ai aucun degré de liberté, il est vraiment défini, il n'y a que ce point-là qui existe. Alors ici, qu'est-ce que je pourrais avoir? Si je veux 2 phases, donc ça veut dire par exemple être liquide et gazeux, ça c'est ce qui se passe en fait sur toute la courbe par exemple de vaporisation. Donc je n'ai qu'un seul degré de liberté, donc ça veut dire quoi? Avoir qu'un seul degré de liberté, ça veut dire que je peux par exemple sur la courbe de vaporisation choisir ma pression ou ma température, et là on va le faire comme on avait fait tantôt, je choisis ma température à 0 degré, et bien en fait là j'ai la pression qui est fixée avec. Je choisis moins 20, j'ai la pression qui est fixée, etc. Ok, et ça pareil pour le solide et le liquide, donc j'ai juste à ce moment-là un seul degré de liberté. 1 degré de liberté dans un plan, ça veut dire que j'ai une droite. Alors après justement, si je prends une seule phase, donc regardez par exemple mon liquide, eh bien là j'ai 2 degrés de liberté,
enfin j'ai une seule phase, donc j'ai 3 moins 1, ça fait 2, j'ai 2 degrés de liberté, ben donc en fait c'est une surface dans laquelle je peux me déplacer et où je vais avoir du coup plusieurs possibilités pour être à l'état liquide. Et donc je peux choisir par exemple une température de -20, et bien pour -20, j'ai énormément de pression possible que je peux choisir pour être toujours à l'état liquide. Ok, alors je vais vous présenter pourquoi est-ce que j'ai pris celle du CO2 ici. Ben parce qu'en fait, justement, c'est celle qui est, comme beaucoup d'autres, vous allez avoir pour énormément de constituants toujours le même diagramme de phase, mais vous allez voir en fait que pour l'eau, c'est un petit peu plus bizarre parce qu'en fait ici, ben, votre point triple, normalement, quand vous êtes même à plus haute pression, eh bien vous voyez qu'en fait, plus on monte en pression, plus l'endroit où vous allez avoir votre point de fusion, donc le changement de solide vers liquide, donc la température à laquelle, par exemple, votre eau justement, pas l'eau, mais votre liquide va devenir de la glace, eh bien, va devenir du solide, eh bien, en fait, vous voyez que c'est -60 pour une pression qui est très basse, et plus vous augmentez la pression, eh bien, plus vite vous allez obtenir un solide. Et bien, pour l'eau, en fait, on voit en fait ici que c'est l'inverse. Hein, donc ça veut dire que quand vous augmentez la pression, eh bien votre eau elle va rester liquide plus longtemps. C'est pour ça que tout à l'heure, en fait, quand on était au premier diagramme ici, eh bien je vous ai dit oui, ici à 0 degré Celsius, à 5 bars, on est complètement liquide. Parce qu'en fait, l'eau à 5 bars, elle va geler à une température qui est plus basse. Alors c'est l'inverse de d'énormément de composants que vous allez trouver. Pourquoi? Bien parce qu'en fait, pourquoi est-ce que justement j'ai de l'eau qui est liquide une fois que j'augmente la pression? Eh bien parce que l'eau, en fait, c'est la glace, par exemple, c'est le seul composant en fait pour lequel son état solide prend plus de volume que l'état liquide. Donc ça, c'est normalement quelque chose que vous connaissez. Pourquoi? Parce que quand vous étiez jeune, vous avez peut-être fait ça pour essayer, lorsque vous vouliez partir en excursion ou autre, d'avoir de l'eau fraîche toute la journée. Eh bien, vous prenez une bouteille d'eau, vous la mettez au congélateur. Si vous n'avez pas vidé un petit peu de l'eau et que vous n'avez pas ouvert le bouchon ou autre, ben, votre bouteille, elle risque d'exploser, entre guillemets, ou de se déformer complètement. Pourquoi? Parce que quand l'eau gèle, elle va prendre plus de place. Donc l'eau liquide, en fait, elle a une forme plus compacte que l'eau solide. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu contre nature. Pourquoi? Ben parce que, en fait, normalement, quand vous avez un gaz, ben c'est quelque chose qui est dilaté, désorganisé, etc. Et donc qui prend beaucoup de volume. Lorsque vous condensez ce gaz, ça prend un liquide. Et donc là, à ce moment-là, vous avez des molécules qui sont un peu plus organisées et donc c'est un peu plus compact. Et lorsque vous devenez à l'état solide, là vous avez un réseau moléculaire qui se forme, qui est très organisé et qui est très compact. Et bien ici, en fait, dans le liquide, vous allez avoir un liquide qui est mieux organisé entre guillemets que le solide. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du liquide, vous avez les fameux ponts à hydrogène, hein, que vous avez déjà vu en chimie, etc. Ce qui fait que ce liquide-là en fait, c'est toujours la même chose. C'est qu'est-ce qui vous tient en fait dans un solide? Là, ce sont des vraies liaisons moléculaires. Dans un liquide, normalement, ce sont juste des forces de Van der Waals qui sont beaucoup moins fortes. Et dans dans un gaz, là, vous n'avez justement, normalement, et c'est la théorie cinétique des gaz, on va négliger toute interaction entre les molécules. Et donc, il n'y a même plus d'attraction entre les molécules. Et donc, en fait, on passe de quelque chose où il n'y a pas d'attraction à quelque chose où il y a juste des forces de Van der Waals entre les molécules, où il y a après un réseau vraiment qui se forme lorsqu'on devient solide. Et bien, dans l'eau, comme vous avez, en plus de ces forces de Van der Waals, des ponts à hydrogène, et bien, vous avez quelque chose qui est, au final, plus compact que le solide. Et donc, en fait, qu'est-ce que ça change? Ben, là, on voit, en fait, vous avez la courbe qui est penchée comme ceci. Donc, ça veut dire que plus la pression monte, plus la température de fusion augmente. Et ici, en fait, plus la pression monte et plus la température de fusion elle diminue. Et donc, on va avoir ici de l'eau solide. Si vous augmentez la pression, l'eau va rester solide à 0 degré, etc. Okay, on a également un point critique, hein, le point critique qui lui est quand même assez élevé en pression, donc 218 atmosphères et 374 degrés Celsius. Et vous avez votre point triple qui lui est à 0,06 atmosphères, donc à une pression très très basse et une température de 0,01 degré Celsius. Eh bien vous allez avoir la coexistence d'eau sous forme liquide, vapeur et solide. Ok, alors on va revenir un petit peu sur la cloche et d'autres courbes
un peu plus lisible peut-être. Ici, tantôt j'avais fait une courbe température et volume. Ici maintenant c'est une courbe de pression et volume. Ah ben qu'est-ce qui se passe avec la pression et le volume? Eh bien en fait, lorsque j'ai une pression qui est élevée et un volume, ici à nouveau je néglige tout ce qui est solide, etc. On va juste se concentrer sur la partie liquide et vapeur. Hein, et donc en fait, quand je suis à basse pression, eh bien, je vais avoir, ici, je vais suivre des courbes, du coup, qui sont des isothermes. Les courbes qui sont dessinées, ce sont des isothermes. Tantôt, je suivais une isobare dans un diagramme TV. Ici, je vais suivre une isotherme dans un diagramme PV. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si justement je pars de ce que j'avais tout à l'heure, donc c'est un liquide, et je suis à la même température, et donc mon liquide, maintenant, je diminue la pression, et donc on peut dire, par exemple, j'ai un liquide qui se trouve à 5 bars, je diminue la pression, et puis, hop, à un moment, j'arrive à sa pression, en fait, à sa pression d'ébullition, donc je suis toujours à la même température. Ah, ben, si je continue, donc, vous pouvez prendre l'exemple de quoi? Eh bien, vous prenez une seringue que vous remplissez d'eau, hein, et enfin vous remplissez au tiers d'eau et puis vous tirez petit à petit sur la seringue et là ce que vous allez voir c'est quoi? Bien plus la pression diminue puis il y a un moment où hop vous allez réussir à décoller entre guillemets euh, votre piston de l'eau. Pourquoi? Parce que vous allez réussir à évaporer une partie du coup de cette eau et si vous tirez suffisamment fort ben, vous allez avoir, donc, le problème c'est qu'il faut que votre seringue elle soit vraiment bien étanche, hein, parce que quand vous faites l'expérience, il y a souvent rapidement de l'air qui rentre, et s'il y a de l'air qui rentre, à ce moment-là, l'expérience est foutue. Mais donc, si vous arrivez à ne pas faire rentrer d'air, eh bien vous allez tirer sur cette seringue, et vous allez avoir l'entièreté de l'eau qui s'évapore, et une fois que l'eau elle s'évapore et vous continuez à diminuer la pression, et bien alors à ce moment-là, vous allez avoir une pression qui à nouveau donc va chuter. Mais sinon, c'est ma pression chute. Je suis en train à ce moment-là de tirer. Une fois que je vois de la vapeur qui commence à apparaître, je continue à tirer et là, ma pression, elle va rester constante même si je change le volume. Pourquoi? Ben parce que le changement de pression, si vous tirez, comme vous êtes en train d'avoir de l'eau qui se transforme en vapeur, le volume va augmenter sans que vous arriviez à diminuer encore la pression. Et donc vous allez tirer, tirer, tirer. Et puis alors une fois que tout sera sous forme de vapeur, vous allez continuer à tirer et vous allez avoir votre pression qui diminue à nouveau. Alors qu'est-ce qui est intéressant justement avec ce X? Eh bien c'est que si par exemple ici mon volume massique j'ai 1 kg, eh bien quel va être le volume de mon mélange liquide et vapeur? Eh bien c'est simple, ça va être en fait mon volume de vapeur, ici V secondes, donc ça V secondes on appelle ça le volume de vapeur, fois les X kg de vapeur, plus je vais rajouter en fait, j'ai aussi 1 moins X kg de liquide, j'ai 1 moins X kg de liquide fois le volume massique du liquide. Et donc la formule pour le volume massique total, c'est quoi? C'est X fois le volume de la vapeur plus 1 moins X fois le volume du liquide. Donc ça c'est vraiment dire, tiens, quand j'ai un mélange ici entre les deux, donc en fait, quelles sont les propriétés de mon mélange? C'est simple, si je sais que j'ai par exemple 200 grammes de vapeur, et je vais avoir du coup 800 grammes de liquide, et donc mon mélange, ce sera 200 grammes de vapeur fois le volume de la vapeur, plus 800 grammes de liquide fois le volume du liquide, et le total va me donner du coup le volume de mon kilogramme, donc le volume massique de mon mélange de liquide et de vapeur. C'est assez simple, on peut aussi le voir de manière linéaire en disant, mais tiens, en fait, là, donc ça, si je prends et que je mets le X en évidence, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir que le volume de mon mélange, c'est quoi? C'est le volume de mon liquide, donc c'est comme si tout était du liquide, plus X, donc une fraction, qui fait quel volume? Qui va du coup faire la différence entre le volume de vapeur et le volume de liquide. Hein, donc ça, c'était comme de dire, ok, j'ai tout liquide plus une partie qui s'est transformée en vapeur. Cette partie qui s'est transformée en vapeur, du coup, comme la vapeur a plus de volume, cette partie X, elle va rajouter la différence de volume entre la vapeur et le liquide. Okay, et donc l'intérêt d'avoir défini cette grandeur X, maintenant, avec les vapeurs, c'est quoi? L'intérêt de définir cette grandeur X avec les vapeurs, c'est de pouvoir, en fait, toutes les valeurs qui sont massiques, les recalculer exactement de la même manière que ce que j'ai fait pour le volume massique. Donc, par exemple, ici, l'énergie interne massique, c'est quoi? C'est X fois l'énergie de ma vapeur, plus 1 moins X fois l'énergie interne de mon liquide. Ou, comme on l'avait dit, si on le voit plutôt de manière linéaire, c'est comme si j'avais 1 kg de liquide, plus une partie qui, la vapeur, elle a plus d'énergie interne, plus une fraction qui a justement un supplément d'énergie interne. Donc c'est cette fraction X fois, ici, la différence entre U seconde moins
U', donc entre l'énergie interne de la vapeur moins celle du liquide. Je fais la même chose avec l'enthalpie. Avec l'enthalpie, ce qui est marrant, c'est que je peux mettre en évidence justement si je fais X fois l'enthalpie de ma vapeur moins l'enthalpie du liquide, ça c'est quelque chose que vous connaissez, c'est l'enthalpie de changement d'état, qui est appelée HLV ou qui parfois aussi est appelée delta HLV, donc qui est la variation d'enthalpie de mon changement d'état. Juste une petite parenthèse, donc pour l'entropie, c'est exactement la même chose aussi, donc c'est X fois l'entropie de ma vapeur plus 1 moins X fois l'entropie du liquide. Si je mets en évidence, en fait, le X fois, entropie de ma vapeur moins entropie de mon liquide, c'est quoi? En fait, pour rappel, en fait, on sait que S, donc c'est T, donc je peux écrire que T ds est égal à dH moins VdP. Alors, qu'est-ce qu'on a dit pour le changement d'état? Le changement d'état, il se passe à pression constante, à température constante. Donc, en gros, ce que je vais avoir, en fait, ici, c'est ds qui va être égal à, ici, mon delta H. Du coup, vu que ça se passe à température constante, je peux intégrer les deux côtés séparément. Et donc, c'est, ici, je vais avoir delta H. Donc, ça va être delta S est égal à delta H sur T. Ok, et donc là, je vais donc avoir ici mon delta H. C'est quoi? C'est delta H liquide vapeur. Ok, donc c'est justement HLV sur T. Et quelle est la température? C'est la température justement qu'on va appeler température de saturation, donc qui est la température de changement d'état. Ok, faites bien attention que certains vous pourriez dire oui, mais en fait DH, c'est pas normalement CPDT ici. En fait, ici, comme on a un changement d'état, si vous prenez justement c'est dt égale 0, donc j'ai pas de dH. Non, ça c'est pas correct. On a dit dH c'était égal à CPDT. Ça c'est uniquement ce qu'on avait vu justement pour les gaz parfaits. Ici, j'ai plus un gaz et j'ai quelque chose avec un changement d'état. Et donc, en fait, on a une partie de H qui est due au changement d'état. Et donc, on ne peut pas bêtement appliquer le CPDT. Ok, donc ça il faudra juste faire attention à ça, comme j'ai le changement d'état, j'ai une enthalpie de changement d'état, et en fait le dH égale CPDT, en fait si vous voulez, quand on veut vraiment écrire l'entièreté de qu'est-ce que j'ai dans l'enthalpie, j'ai bien quelque chose qui est du dH égale CPDT, plus une partie en fait qui est du changement d'état. Est-ce que j'en ai? Est-ce que je suis en train de changer d'état? Ça, c'est une question qu'il faut se poser. Et parfois aussi, j'ai en fait de l'enthalpie qui est chimique et donc qui sera en fait du PCI. Donc ça, c'est si j'ai en fait des réactions chimiques, etc. Et donc le dH égale CPDT, ça c'est uniquement ce qu'on va appeler de la chaleur qui est sensible, qui va être due au dt. Ça, c'est ce qu'on va appeler de l'enthalpie. Donc ça, c'est enthalpie sensible. Là, ici, ça c'est de l'enthalpie de changement d'état, ce qu'on va appeler aussi de l'enthalpie, donc de la chaleur latente. Et ça, c'est de l'enthalpie chimique. Donc ça, c'est plusieurs types d'enthalpie qu'on va pouvoir avoir. Et donc, il faut bien faire attention qu'ici, si on considère juste de l'enthalpie sensible, sur un changement d'état, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'en plus, si vous réfléchissez un tout petit peu, on pourrait aussi le voir comme CP dt. Je prends le CP du liquide ou de la vapeur, etc. Ça n'a plus lieu d'être, justement, se dire, je suis en train de changer d'état, donc je ne pourrais pas appliquer bêtement un CP qui est liquide ou un CP qui est vapeur, etc. Et donc, c'est là qu'on voit la limitation, en fait, de ce fait que cette formule-là ne tient compte que de l'enthalpie qui est sensible. Alors, quand on travaille avec les gaz parfaits, il n'y a aucun souci, vu que, justement, on travaille avec des choses qui ne sont que gazeuses, mais par contre, quand on va travailler avec des changements d'état, etc., il va falloir rajouter cela dans l'enthalpie totale. Voilà qui clôture cette première vidéo sur la thermodynamique des vapeurs. Il y en aura d'autres avec des exemples, des illustrations, etc. N'hésitez pas, comme d'habitude, à poser vos questions si vous en avez.